Oui, bonjour, bienvenue. Donc, la crise agricole, vous savez, on s'enfonce dans la crise agricole avec le contexte géopolitique Ukraine-Iran. On n'avait pas besoin de ça, les problèmes étaient déjà là avant. Alors, suivant les continents et suivant les pays, il y a certains gouvernements qui ont décidé, alors, de mettre un plâtre, hein, pas de résoudre le problème, parce que pour résoudre le problème, faut changer le fonctionnement et le modèle agricole complètement, hein, fiscal, tout complètement. Si on le revoit pas de A à Z, en fait, on met des emplâtres et on résout pas le problème de fond. Bon, on doit quand même saluer le Québec rembourse plus de 15 000 agriculteurs pour la taxe carburant. Ça représente quand même 5 800 $ canadiens par exploitation sur 15 000 agriculteurs, ça représente quand même 5 800 dollars. C'est quand même pas rien par rapport à ce qui peut se faire chez nous ou dans le reste de l'Europe. Et puis aussi, ils ont décidé de réduire les impôts pour 75 000 petites et moyennes entreprises, notamment des taxes qu'il y avait sur les gaz à effet de serre, etc., etc. Ils ont décidé de réduire la voilure. Donc c'est un peu du coup par coup. Donc moi, je vais vous parler. Les impacts, vous les voyez au quotidien, vous les voyez sur toutes les productions agricoles qu'on fait. Donc sur le marché des céréales, qui frôle aujourd'hui les 3 000 millions de tonnes, hein, dans le monde, produits chaque année. 21% des céréales mondiales sont produites par les Chinois. Faut le savoir quand même, hein. 16% par les USA, 11 par l'Inde, 9 par l'Union européenne, au niveau mondial, et 9 par le Brésil. Alors, dans ces pays-là, bien sûr, la Chine, il y a 1,4 milliard ou 1,5 milliard d'habitants. Il exporte moins, évidemment, parce il y a de fortes populations. Le Brésil, vous savez, est un exportateur régulier. Les USA, le Brésil, nous, la France, il y a la Russie qui vient dessous et l'Ukraine. L'Ukraine qui exporte de façon régulière. Alors l'impact de la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Effet direct sur l'offre mondiale. La Russie et l'Ukraine restent des acteurs majeurs pour le blé, le maïs, l'orge, l'huile de tournesol. Les récoltes ukrainiennes peuvent soutenir les prix mondiaux, parce que les récoltes dans le monde, vous savez, je vous ai parlé de 3 000 millions de tonnes chaque année, tout confondu, hein, le riz tout confondu, hein, d'accord? Mais ça veut dire que sur des continents, nous, quand on pense qu'on a la sécheresse ou qu'on est touché par les inondations, nous, je parle nous, les Français, même les Allemands, les Belges, on pense que le prix des céréales va augmenter. Non, faut raisonner. On est justement, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on vienne sur des prix de souveraineté nationale, je vous le dis, et qu'il faut qu'on sorte des prix qui sont des prix mondialisés, qu'on le veuille ou non. Donc, les récoltes ukrainiennes, oui, qui risquent d'être bonnes, peuvent soutenir les prix mondiaux. Cependant, les marchés se sont partiellement adaptés depuis 2022 et les exportations continuent. Malgré le conflit, les exportations, les échanges dans le monde, ils continuent. Quand il y a des conflits, des guerres, on a des guerres en permanence, parce que les Américains ont déclenché quelque chose comme un peu plus de 40 conflits depuis la Seconde Guerre mondiale dans le monde. Ils sont en conflit en permanence, ils déclarent des guerres dans le monde en permanence. Quand il y a la guerre, ça n'arrête pas le commerce. Quand on a eu, nous, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on était envahi par les Allemands, le commerce s'est jamais arrêté. Les Allemands faisaient du commerce avec la France, avec la Suisse, soi-disant pays neutre, etc., etc. Le commerce ne s'arrête pas, même quand il y a la guerre. Bien comprendre ça. Pourquoi les prix ne flambent pas autant qu'en 2022? Pourquoi? Certains m'ont posé la question. Trois facteurs limitent la hausse. Les stocks mondiaux, il y a des stocks au niveau mondial encore assez confortables malgré ce qu'on veut bien dire. Des bonnes récoltes attendues dans d'autres pays, Brésil, Russie, États-Unis. Vous voyez ce que je vous disais? Là, c'est là le problème d'être sur un prix mondialisé. Il est fort peu probable qu'il y ait une sécheresse mondialisée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, là, il y aurait le feu dans la maison. Les analystes notent que les tensions géopolitiques provoquent surtout de la volatilité sans flambée durable tant que l'offre mondiale reste abondante.
tant que l'offre mondiale reste abondante. Quatre scénarios possibles pour les céréales en France. Le blé tendre, marché stable, légèrement à la hausse. Il est possible qu'on ait une légère hausse des prix. Vous voyez à quel niveau sont les prix, vous voyez de quoi on parle. 160, 160, 175, 180, 185, 200 euros la tonne. Pour ceux qui ont fait des contrats anticipés, vous voyez de quoi on parle. Vous voyez les prix, catastrophe. Hausse modérée, oui, de quelques euros de la tonne, voilà. Mais ça, c'est peanuts. Scénario de crise majeure, fermeture durable du détroit d'Ormuz ou forte escalade en mer Noire. Le risque, ce que beaucoup d'analystes et d'économistes pensent, c'est qu'on s'oriente vers un conflit comme en Ukraine, qui peut durer plusieurs années. Alors là, je vous dis pas la douleur. Hausse importante du pétrole, des engrais et du blé. Alors, oui, hausse du pétrole, des engrais, on l'a déjà, et du blé, hausse du prix du blé, c'est possible qu'il y ait une légère hausse du prix du blé. Le problème qu'on va avoir, c'est que la hausse des céréales ne compensera pas la hausse des coûts de production. Gaz, pétrole, tout ce qui sont les dérivés du pétrole, tout ce qui nous sert, le plastique, tout. Les transports, la logistique, tout va augmenter. Tout augmente déjà, vous le voyez. Prix sous pression malgré les tensions géopolitiques. Conséquences pour les agriculteurs français. Producteurs-vendeurs nets de céréales, une hausse des cours peut améliorer le chiffre d'affaires. Oui, s'il y a une légère hausse des cours, ça va améliorer le chiffre d'affaires. Mais les exploitations fortement consommatrices d'intrants, l'augmentation des engrais, de l'énergie, va tout réduire à néant. C'est-à-dire qu'en langage clair, la hausse du machinisme agricole, prenez ce secteur-là, des phytosanitaires, des engrais chimiques, rien que ça, si vous avez une hausse de 10 ou 20 euros de la tonne des céréales, voire même 30 euros, tout sera bouffé, ce qui pourrait nous revenir sera mangé par la hausse. Donc l'estimation pour 2026, si les tensions persistent sans rupture majeure, soutien modéré du prix du blé, modéré, modéré. Vous voyez, on ne parle pas des blés à 300 euros la tonne, vous voyez, parce que là, les coûts de production qu'on a, faudrait des blés à 300 euros la tonne. Hein. Je parle toujours avec amortissement. Volatilité accrue, coût des intrants plus élevé, le prix du blé français pourrait être soutenu, mais sans envolée comparable à celle de 2022. Voilà le problème. Donc ça ne couvrira pas les coûts de production. Donc en résumé, les conflits en Iran et en Ukraine sont plutôt haussiers légèrement pour les céréales françaises, mais le principal effet 2026, c'est qu'il augmente la volatilité du coût des intrants et provoque des marges complètement réduites, voire des marges négatives pour les gens qui font des grandes cultures. Et vous le savez, on en est témoin par les dossiers d'agriculteurs en difficulté qu'on a chaque semaine. Bon nombre de gens, surtout dans des terres à faible potentiel, évidemment, mais pas que, dans les exploitations, on est en train de creuser des trous à cultiver des terres, à faire des céréales. En langage clair, et moi je le conseille de plus en plus, c'est l'agriculteur qui prend la décision, bien entendu, vaut mieux rien faire que d'aller semer des céréales quand on est sur des potentiels, on sait qu'on va creuser un trou à la coopérative ou au privé, peu importe. Parce que les avances aux cultures sont faites par les coopératives ou les organismes privés. Ils avancent les intrants et la semence, etc. C'est ce qu'on appelle des prêts de campagne, remboursés à la récolte. Sauf qu'à la récolte, les gars ne peuvent pas rembourser, pas à ces prix-là. Voilà. Hein, et tout le monde n'a pas des terres à faire 100 quintaux, 90 quintaux, d'accord? Là, forcément, ceux qui ont plus de rendement, ça dilue les charges fixes. On est bien d'accord. Bon. Mais ça résout pas tout. Que dans ces régions-là, le prix de la terre est élevé et il y a d'autres paramètres et d'autres problèmes. Bon. Donc, les coûts de production, la réalité, c'est qu'avec ces conflits majeurs, les coûts de production, ils augmentent plus vite que les prix de vente. Vous l'avez vu. Vous le voyez en élevage, vous le voyez dans tout. Tout flambe, en réalité. Pourquoi les peurs et la volaille sont également très exposés?
Dans ces élevages, l'alimentation représente souvent 60-70% des coûts de production en porc, 65 à 75% en volaille. Les principales matières pour faire tourner ces élevages-là, c'est le blé, le maïs, l'orge, le tourteau de soja. Toute hausse de céréales ou de protéines végétales affecte donc directement les marges des ateliers porcs et volailles. Quelle que soit la taille de l'élevage, vous êtes impacté. L'impact du conflit en Ukraine, l'Ukraine est un fournisseur majeur du maïs. Donc, sont perturbés les cours du maïs, le blé, le soja peut entraîner à la hausse avec ces conflits, d'accord? Le coût de l'alimentation animale augmente. Donc là, pareil, comme on n'a pas un indice sur les coûts de production, lorsque vous travaillez en porc, Copper, la Grilla, le Terrena, peu importe, les acteurs, LDC en volaille, etc., vous n'avez pas d'indice sur les coûts de production. Vous n'avez pas une marge nette comme on l'avait réclamé, nous, en 2009, avec les grèves du lait. Il faut des prix à hauteur des coûts de production. Alors, certains vont me dire, oui, en volaille, on a un indice sur le prix de la céréale. Très bien. Mais cet indice-là ne prend pas en compte l'intégralité des hausses. Si on avait des prix à hauteur des coûts de production, c'est pas ce prix-là que vous devriez payer, les gars, en volaille, en canard, en cochon, en lapin. Pas du tout. Ça devrait pas être ces prix-là. On est bien loin de la vérité, hein. Donc l'impact du conflit avec l'Iran, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le chauffage pour les poussinières dans les élevages de volailles, c'est toute la logistique, les gens qui viennent faire les livraisons, imaginez, toute la logistique qu'il y a entre les couvoirs, les départs des animaux à l'abattoir, les livraisons d'aliments, c'est énorme. Et les aliments composés, bien sûr, tout ça va augmenter. Donc les chambres d'agriculture elles-mêmes soulignent que les éleveurs de porc et de volailles figurent parmi les premiers touchés par ce type de choc énergétique. Conséquence pour les éleveurs porcins, effet négatif. Hausse des coûts de l'aliment, hausse de l'électricité, du gaz. L'électricité a flambé, vous vous rappelez, hein, il y a 1 an et demi, 2 ans. Baisse des marges si le cours du porc n'augmente pas assez vite. Bah évidemment. Le cours du porc ou de la volaille ou du canard, il va pas suivre. Voilà. Alors, tous les intermédiaires, toute la logistique, eux, ils vont répercuter les coûts, comme toujours. Mais nous, on va répercuter quoi? On va répercuter rien du tout, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas nous qui rédigeons la facture. Donc, on va pas répercuter un coût dont on n'a pas le carnet de facture. Comme c'est l'acheteur qui a la facture, il va pas, lui, il s'en fout des paysans. D'accord? Facteur compensateur. Si l'offre européenne se contracte, le prix du porc peut remonter. Les exportations peuvent soutenir les cours également. La volaille est encore plus sensible. Le cycle de production est très court. Répercussion rapide du coût des aliments. Forte dépendance au chauffage en début d'élevage. Les hausses de quelques dizaines d'euros de la tonne d'aliments peuvent fortement dégrader la marge nette des éleveurs en volaille. Ça, on le sait. Donc, effet sur les prix à la consommation. À moyen terme, une partie de ces hausses peut être répercutée sur la viande de porc, le poulet, les œufs, les produits transformés. Une petite partie. Ça a déjà été le cas. Mais ce n'est pas suffisant. C'est bien loin d'être suffisant. Solution, l'autonomie en céréales, quand c'est possible. En lapin, par exemple, c'est pas possible. Voilà. Bon. Partiellement, autosuffisance en protéines. Sécurisée par des contrats avec une indexation sur les coûts réels de production. Tout l'enjeu est là. Tant que nous n'aurons pas des prix de souveraineté nationale avec des coûts de production, des prix à hauteur des coûts de production, la variable d'ajustement sera le premier maillon de la chaîne qui rédige pas sa facture, qui s'appelle le paysan, petit soldat, esclave de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire et des centrales d'achat. Faut pas les oublier, ceux-là. Donc en résumé, pour les producteurs de porc et de volaille, les conflits en Iran et en Ukraine sont plutôt négatifs à court terme, car ils augmentent fortement le coût de l'alimentation en énergie. J'en ai terminé.
Malgré tout ça, vous m'avez envoyé des mails et vous me dites, Philippe, comment se fait-il que, alors très peu, parce que le renouvellement des générations n'est pas assuré, mais il y a encore des jeunes qui s'installent. Il y a encore des éleveurs de lapins, de porcs, de volailles, etc., qui arrivent à refiler la patate chaude à des futurs petits soldats. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que les études sont fausses. Ils ont vendu des belles études. Faut bien habiller la mariée pour recruter des petits soldats. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc les études d'installation, la reprise en lapin, elle se fait par la coopérative. Chez moi, c'est la Cavac en Vendée qui va faire le boulot de reprise. Pas l'agriculteur qui va retrouver un preneur. Il est incapable de retrouver un preneur. Il n'a pas gagné d'argent. Il va pas expliquer qu'il a gagné de l'argent pendant 30 ans, c'est pas vrai. À faire des lapins, c'est pas vrai. Donc, c'est la coopérative qui a besoin de petits soldats parce qu'elle a besoin de minerais, de produits pour continuer toute sa logistique et continuer de faire son bénéfice. Idem pour LDC, idem pour Terrena, idem pour Agrial, je peux tous les citer, hein. Idem pour les veaux de boucherie. C'est le système qui est monté comme ça. Et le système fait que la plupart même des centres de gestion vont rédiger des études pour faire parler les chiffres, pour que le jeune s'installe. Pour que celui qui est à la retraite, il refile la patate chaude. D'ailleurs, la plupart, vous remarquerez, ils se barrent avant la retraite. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens finissent pas leur carrière dans les exploitations agricoles. Ils refilent la patate chaude, toute production confondue, hein. Lait, lapin, cochon. Dès qu'ils ont un repreneur, hop, ils mettent les bouts. Vous savez pourquoi ils mettent les bouts? Voilà. Ils ont trouvé ce qu'on appelle un pigeon. Un petit soldat au service de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Alors après, le petit soldat, j'en suis témoin chaque semaine, tous les journalistes qui m'appellent, j'ai 3 reportages là qui devraient se faire, et malheureusement, encore, ça fait 20 ans que je dénonce ça, au moins, on va pas pouvoir les faire. Parce que personne ne veut témoigner. Personne ne veut témoigner. Je parle des gens qui sont en production. On est bien d'accord. Même ceux qui ont des bâtiments vides, qui sont à la retraite, ils veulent même pas témoigner. Ils disent on est à la retraite, on veut pas d'emmerdement, on veut dormir tranquille. Bon, alors imaginez-vous ceux qui sont en production, qui ont été installés, qui se sont fait piéger, les chiffres, voilà, ils sont là, hein. On les a les chiffres, hein. Eux veulent pas témoigner. Pourquoi ils veulent pas témoigner? Bah, s'ils témoignent, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est les représailles. Ah oui, parce que vaut mieux communiquer dans le grand public en disant qu'il y a une crise majeure mondiale à cause des Russes, à cause des Iraniens, à cause du réchauffement climatique, à cause des normes, à cause des écolos. Donc les paysans, bah malgré tout, c'est des bons travailleurs, mais ils n'ont pas de chance. Par contre, si on fait des reportages en expliquant que nous sommes des exploitants agricoles, que nous sommes des exploités agricoles, si nous sommes des exploités, ça veut dire qu'il y a des exploiteurs. Et là, ça devient problématique. Parce que qui sont les exploiteurs? Là, il y a des gens qui vont être nommés. Et vous pensez bien que les exploiteurs n'ont pas envie qu'on allume les phares. D'où l'impossibilité de faire des reportages. Parce que le producteur de lapins, de volailles, de cochons ou autre, qui va expliquer qu'il est exploité et qu'il y a un exploiteur, bah, il est évident qu'avec le journaliste, on va lui demander un peu plus de détails, on va lui demander ses comptabilités. Et on va démasquer les exploiteurs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et là, évidemment, que comme ils sont sur des marges confortables et qu'ils n'ont pas envie que ça change, là, ça va être l'explosion au niveau de l'exploitation, puisque les représailles vont venir. On va lui dire, toi, mon petit gars, t'as fait un reportage, si t'es pas content de la coopérative ou de l'entreprise privée qui te collecte, ben, tu sais pas, tu vas aller voir ailleurs. On va rompre ton contrat. Sauf que comme il y a entente illicite entre les industriels de l'agroalimentaire qui solent
1,2% via des filiales contrôlent 85% de l'activité agroalimentaire en France par des jeux de société, des ramifications, eh ben, inutile de vous dire que vous retrouverez pas de collecteurs. Voilà. Et j'ai des amis qui ont accepté de témoigner avec moi qui n'ont plus de collecteurs. Donc vous pensez bien que ça refroidit le reste des troupes. Voilà où on en est. Et on n'a pas évolué depuis 30-40 ans. On est toujours ceinturé, pas patron on n'est pas patron chez nous, puisqu'on gère ni la facture, ni les volumes. Et en tant que patron, on devrait gérer la facturation et les volumes, et avoir des prix de souveraineté nationale. Le reste, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de subventions, on n'a pas besoin d'aide, on n'est pas des handicapés, on n'est pas des mendiants, on est des travailleurs. Je pense à ceux qui font l'élevage, mais à tous les autres, maraîchers et autres. On travaille 7 jours sur 7, on entretient le territoire, et je pense qu'on mérite un revenu digne. On mérite un revenu digne. Quand on voit le groupe Avril dernièrement, je vous ai sorti les revenus bruts annuels moyens, 52 000 euros, moyens, et que nous, 82% des paysans ont moins du SMIC brut, je vous laisse juger par vous-même. 82% des paysans ont moins du SMIC brut. Les chiffres réels, c'est cela. C'est pas ceux qui sont donnés dans les médias parce qu'eux, ils prennent le bénéfice d'exploitation. Si vous prenez le bénéfice d'exploitation, ça veut rien dire du tout, le bénéfice d'exploitation. Non, non. Ce qui compte, c'est le revenu réel, ce qui reste dans le portefeuille de madame quand elle va faire ses courses. Et ce chiffre-là, il n'est pas du tout le même que celui qui est donné par les grands médias sur les revenus des paysans en France. Pas du tout, du tout, du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Là, la réalité des chiffres, c'est celui-là. Les gens au RSA, les gens à la prime d'activité, on a un potentiel de 100 000 paysans qui sont éligibles au RSA et la prime d'activité aujourd'hui. Il n'y en a pas 100 000 qui le demandent, hein. Il y en a 50-60 000 suivant les années. Pourquoi? Parce qu'en agriculture, comme on est des travailleurs indépendants, on se considère comme des entrepreneurs, hein. Voilà, paysans mais entrepreneurs, voilà. Eh bien, les gens, par fierté, ne demandent pas les aides. Voilà, c'est tout simplement ça la chose. Autrement, on en aurait 100 000 au bas mot, si c'est pas plus que ça. Donc c'est dire, dans la pauvreté, que ce modèle mondialisé, de prix mondialisé, nous a entraînés vers le bas et nous a développé dans une économie parasitaire où on a développé énormément de tertiaires au détriment de l'économie réelle, qui est l'économie physique des travailleurs sur les territoires. Je vous remercie, à bientôt.